Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 18e épisode de la saison 2 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Sobrement, très sobrement, on redéconfine. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois peut-être. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on se retrouve pour quelques rappels, quelques articles, quelques petits liens, parce qu'on aime bien sourcer ce qu'on vous dit quand même, pour pas nous vous dire que des bêtises, sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche, le chiffre 2, couple, comme le nom du podcast. Et vous pouvez aussi nous envoyer un message, une beuglante ou un mot doux sur l'adresse email tranche, le chiffre 2, couple, @gmail.com. Et pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous. Et comme toujours, si vous pouvez mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts, c'est encore aujourd'hui le moyen le plus efficace pour accroître la visibilité de Tranche de couple. Absolument, merci Max. Eh ben, on va commencer, c'est pas tout chousse aujourd'hui, c'est plutôt au fil de l'eau. De quoi tu vas nous parler Max aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler transport fluvial. Une fois n'est pas coutume. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? Pardon. Et oui, fin avril, en effet, a été lancé le chantier du canal Seine-Nord-Europe, véritable serpent de mer, avec l'autorisation environnementale délivrée par la préfète du département de l'Oise. Alors, le canal Seine-Nord-Europe, vous me direz, qu'est-ce que c'est ? C'est un chantier gigantesque qui vise à relier par la voie fluviale le bassin parisien, en gros ce qui relie le port du Havre à l'Île-de-France, avec les canaux du nord de la France et du Benelux, et donc de pouvoir avoir un flux continu jusqu'au port d'Anvers et de Rotterdam. Alors concrètement, il s'agit de creuser un canal d'une largeur de 54 mètres, d'une profondeur de 4,50 mètres, sur une longueur de 106 km environ, en différentes tranches, avec une mise en service complète estimée à 2028. Donc, bien sûr, il faudra aussi aménager un certain nombre d'infrastructures autour du canal, avec 3 ponts-canaux, 7 écluses, 4 plateformes multimodales, des quais commerciaux, 2 réservoirs d'eau, 50 ponts routiers et ferroviaires. Alors, serpent de mer, parce que le projet date des années 80, qu'il a été relancé en 2008 quand il a été déclaré d'utilité publique, mais qu'avec la crise financière, il avait ensuite subi un coup d'arrêt. Bon, alors pourquoi c'est important ? Parce qu'une péniche peut contenir jusqu'à 4400 tonnes, et du coup ça représente l'équivalent de 220 camions. Et donc il y a un vrai enjeu environnemental pour réduire le trafic de camions sur l'axe Île-de-France-Benelux. Donc somme toute une bonne nouvelle pour revitaliser des options alternatives au trafic routier en Europe. C'est un peu en fait le Lyon-Turin du transport fluvial, cette histoire de canal, quand on y pense. D'ailleurs, pour la petite histoire, le Lyon-Turin va peut-être connaître un nouveau rebondissement, puisque après s'y être opposé pendant des années, Europe Écologie Les Verts a récemment annoncé dans un rapport, très très vite supprimé de leur site internet, mais malgré tout un rapport interne, que les personnes qui ont travaillé sur le sujet étaient favorables à sa poursuite et à son ouverture. Bref, affaire à suivre. Et ben moi, je vais passer sur un tout autre sujet, mais finalement, c'est tout aussi d'actualité, un peu en lien avec ce redéconfinement. On espère que c'est le dernier, on croise les doigts. Et puis, cette idée qui est arrivée plusieurs fois dans les semaines passées, mais qui a été renforcée cette semaine, puisque le mercredi 5 mai, Joe Biden, via sa secrétaire au commerce, a annoncé qu'il était favorable à la levée des brevets sur les vaccins Covid. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Moi je pense, que c'est plutôt une fausse bonne idée. En effet, Joe Biden, pour lequel plus personne n'aurait l'idée d'utiliser le méchant surnom donné par Donald Trump de Sleepy Joe, ou Joe l'endormi, tant il parvient encore à bousculer les pronostics avec une politique ouverte résolument plutôt à gauche pour les États-Unis, quelque chose qui était difficilement pensable il y a quelques semaines, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine actu plus en détail. Donc, il a annoncé être favorable à la levée des brevets existants sur les vaccins contre le Covid. Bam, comme ça, pavé dans la mare. C'est une mesure qui avait été réclamée très fortement par toute une partie
la classe politique européenne, notamment en France par la gauche, la France Insoumise, le PS, Europe Écologie Les Verts, qui voyaient ça comme la solution miracle pour faire avancer la vaccination et pour rendre le vaccin de Covid plus accessible. L'objectif, en effet, c'est de vacciner la plus grande partie possible de la planète dans le temps le plus réduit. Ce sera la seule façon de revenir un peu au monde d'avant en stoppant la diffusion du virus largement et pas seulement localement. Sauf qu'en fait, si l'idée est belle de vouloir mettre à disposition de tout le monde en mode bien commun les brevets, elle tient davantage, en tout cas à l'heure actuelle, d'une forme de populisme court-termiste et inefficace dans les faits. C'est un peu en fait comme si vous envoyiez une recette à la grand-tante Jacqueline, mais que sa cuisine est vide. C'est pas le tout d'avoir la recette, encore faut-il avoir les ingrédients pour avancer. Et Jacqueline, au fin fond de l'Aveyron, spéciale dédicace à papy et mamie au passage, enfin vaccinée, aura peut-être du mal à mettre la main sur certains ingrédients un peu bobo exotiques, genre graines de chia ou des trucs sans gluten. Et puis si elle n'a pas le dernier Q-Vapeur ou robot cuistot, voilà, ça va peut-être être plus compliqué à mettre en œuvre. C'est aussi une bonne façon de voir les choses. Si vous avez une recette Thermomix mais que vous n'avez pas le Thermomix avec les différentes fonctions, c'est un peu compliqué. Bref, avec le vaccin, c'est pareil. Lever les brevets, ok, c'est l'étape 1, mais ça n'aura aucun impact à court ou à moyen terme. Pourquoi ? Parce que le vrai problème actuellement vient des chaînes d'approvisionnement de matières premières d'une part et bien entendu de confection des vaccins d'autre part. Le monde actuel a une capacité de confection de vaccins limitée, même si elle est d'ores et déjà prévue, et ce depuis plusieurs mois déjà, des pays, notamment en Europe, se sont engagés à augmenter encore cette capacité, qu'elle augmente progressivement au moins jusqu'à la fin de l'année. Difficile d'aller au-delà de ce qui existe, en tout cas pour le moment présent. C'est le même constat que fait Le Monde dans un très bon article de décryptage qu'on vous mettra en lien sur Twitter et sur Facebook. Le problème n'est donc pas tant celui de la disponibilité de la recette, mais bien celle de la production et de la qualité. Ah oui, parce qu'en plus, il ne faut pas produire non plus un gâteau qui soit tout pourri, qui explose. C'est ça. Et puis comme les vaccins à ARN messager sont des vaccins très technologiques et très compliqués, il ne faudrait pas se planter non plus. Absolument. La stabilité de ces nouveaux vaccins, leur efficacité est beaucoup plus importante que celle des vaccins traditionnels, notamment à virus désactivé, mais leur stabilité de transport est beaucoup plus complexe. Enfin, leur stabilité en général est beaucoup plus complexe. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le fameux vaccin de Pfizer, au début, ne pouvait être conservé qu'à des températures de moins 70, moins 70 degrés. On a vu que même des usines aux États-Unis ont réussi quand même à foirer la production de 15 millions de doses qui ont dû être foutues à la poubelle. Absolument, comme quoi on n'est pas sorti. Mais c'était pas pour Johnson & Johnson ? Non, c'était pour Pfizer. C'était Pfizer. Ah oui. Bon, enfin bref, toujours est-il que c'est un processus complexe. Et en gros, on ne peut pas non plus faire exploser les capacités de production du jour au lendemain sans que les matières premières suivent, sans quoi on risque de fragiliser toute la chaîne, y compris celle qui existe déjà aujourd'hui. Tu pourras peut-être, Max, nous parler à ce sujet dans un prochain podcast des problèmes qui existent aujourd'hui d'approvisionnement en semi-conducteurs. Rien à voir, mais en même temps si un peu, lié justement à une fragilisation de la chaîne de production suite à des mesures, je crois, protectionnistes prises par Donald Trump, c'est ça ? Exactement. Voilà. Ça pourra éventuellement faire l'objet d'un futur point tech. Les entreprises pharmaceutiques, en tout cas, rappellent que ce risque, ainsi que celui de la prolifération de vaccins contrefaits, toucherait probablement davantage les pays en développement, ainsi que plus généralement aussi un risque pour des atteintes à l'innovation. Cette dernière critique, ils sont rejoints d'ailleurs par le gouvernement allemand, dont le porte-parole affirme que la protection de la propriété intellectuelle est la source de l'innovation et doit le rester. Donc même si on manque de recul aujourd'hui, il faut rappeler que la plupart des vaccins utilisés à ce jour en Europe et en Amérique du Nord, en plus d'avoir été créés et produits en un temps record, sont issus du secteur privé, partiellement subventionnés parfois, mais en tout cas, toujours est-il du secteur privé. Après, si on regarde les chiffres de plus près, et les dernières déclarations notamment des dirigeants européens, on se rend compte que le vrai problème vient aussi aujourd'hui, encore une fois, on est sur une échelle de court et moyen terme, de comment certains pays, dont, aux surprises, les anglo-saxons, les États-Unis et le Royaume-Uni, n'ont exporté quasiment aucune dose ou presque produite localement. Alors que, par exemple, l'Inde aura exporté un tiers de sa production, l'Union européenne et la Chine, la moitié de sa production depuis le début de la production des vaccins Covid. Cela rend donc la déclaration de Biden encore plus vide de sens et on pourrait lui suggérer de balayer un peu devant sa porte, même si les USA ont généreusement prêté, je dis bien, des doses d'AstraZeneca, vaccin qui n'est pas homologué encore aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui doivent sans doute les remercier énormément. Et effectivement, c'est clair que c'est hallucinant. Ils n'ont rien exporté. Donc après, on peut bien dire ce qu'on veut. À la fin, les chiffres... Voilà. C'est ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Et puis, j'écoutais hier une interview du président de Moderna, du directeur général de Moderna, qui est français de nationalité. Ils sont tous français, AstraZeneca aussi, c'est fou. Et qui expliquait qu'en fait, la production, ou la conception de nouveaux vaccins, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui est extrêmement complexe, surtout sur les nouvelles technologies comme l'ARN messager. Que ça avait requis des milliards de dollars d'investissement et que en fait c'est des fonds qu'ils ont réussi à avoir parce qu'il y a des investisseurs qui ont eu confiance et qui ont du coup investi en se disant que c'était un investissement qui serait à la fin positif et qui gagnerait de l'argent. C'est comme ça que ça marche avec les investissements privés. Et que donc si aujourd'hui le fruit de tous ces investissements était mis sur la place publique, finalement que la formule était donnée à tout le monde sans contrepartie, certainement qu'on n'aurait plus d'innovation parce que en fait, ces investisseurs privés qui ont financé le développement à perte pendant de nombreuses années de ces nouvelles technologies de vaccins ne seraient pas prêts à investir dans le développement de nouveaux vaccins et préféraient peut-être aller investir dans d'autres domaines où la rentabilité est assurée. Et si on ne remplace pas ces investisseurs par des investisseurs publics, ce qui n'arrivera probablement pas aujourd'hui, c'est plus le sens de ce qui se passe sur la planète. Voilà, comme tu dis, c'est des investissements qui seront perdus. Enfin, c'est des non-investissements et de la recherche perdue. L'innovation perdue. Voilà. Et c'est là que l'Allemagne a raison de souligner, le gouvernement a peut-être probablement raison de souligner que c'est important de conserver cette capacité d'innovation pour le plus longtemps possible. Et pour terminer, je citerai la prise de position d'Emmanuel Macron lors d'un sommet européen à Porto, puisque cette volte-face de Joe Biden sur cette histoire de brevet obligé, l'Union européenne aussi a évalué, a donné une vraie position. Emmanuel Macron qui dit « J'appelle très clairement les États-Unis à mettre fin aux interdictions à l'export non seulement de vaccins, mais aussi de composants de ces vaccins qui empêchent la production. La clé pour produire plus vite des vaccins pour les pays pauvres et les pays intermédiaires, c'est de produire plus. Lever les interdictions à l'export. » Et oui. Je terminerai peut-être juste cette actu sur deux petites informations. La première, c'est que l'Union européenne vient d'ailleurs d'annoncer officiellement par la voix et le clavier de la présidence de la Commission, Ursula von der Leyen, avoir finalisé un contrat avec Pfizer dont on vous avait parlé il y a quelques semaines pour 1,8 milliard de doses livrables entre 2022 et 2023. De vaccins de seconde et peut-être de troisième génération. Oui, l'objectif, c'est d'être en mesure de répondre aux nouveaux variants et donc d'être en mesure de faire des petits rappels avec des vaccins un petit peu boostés qui seront en mesure de répondre aux variants qui ne manqueront pas de continuer de voir le jour. Tout à fait. Et une autre nouvelle que je viens de lire là, en même temps que nous enregistrons, c'est que Pfizer vient d'annoncer qu'il allait réduire le coût de son vaccin pour les pays pauvres, pour le rendre plus accessible aussi à ces pays. On rappelle que Pfizer a différentes grilles de tarifs en fonction des pays qu'il achète. Pourquoi pas? Écoutez, on sait que les pays ont les moyens, nos pays, on a la chance de vivre dans des pays qui ont les moyens d'acheter des vaccins à des tarifs un peu plus élevés. Enfin, 40 € pour être vacciné contre le Covid, c'est pas non plus... Oui, parce qu'on rappelle que les vaccins ARN messager, c'est les vaccins qui sont les plus chers à produire. C'est normal, hein, c'est une nouvelle technologie, c'est plus compliqué, c'est complexe, comme a dit Guillaume aussi, pour arriver à les stabiliser. Et donc, on est sur un prix de dose autour de 19-20 €. C'est ça. Donc, comme il faut 2 doses, 40 €. 15 € mais pour Pfizer, mais un peu plus maintenant pour les nouveaux vaccins, je crois. Voilà, donc des avancées importantes. Voilà, est-ce que c'est lié au fait que cette question des brevets soit revenue cette semaine? L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les pays en développement. Sachant aussi, mais bon, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, qu'un certain nombre de vaccins iront aussi sous forme de dons aux pays en développement, y compris des Pfizer, par notamment les pays développés. Et oui, c'est l'initiative CUVAX. Absolument. Allez, on passe à la belgitude pour terminer ce point d'info. Ouais, un petit point belgitude avec un couvre-feu en forme de feu d'artifice dans la région de Bruxelles-Capitale cette nuit, enfin la nuit du vendredi 7 au samedi 8 mai, puisque nous avons eu droit à un couvre-feu, accrochez-vous, de 2 heures. Le couvre-feu a commencé à 22 h le vendredi 7 et s'est donc achevé à minuit le samedi 8. En gros, c'est le plus bref mais le plus intense de l'histoire du Covid, je crois. Il a...
Voilà, on a tous ressenti ce couvre-feu comme un soulagement finalement, et heureusement qu'il a duré que 2 heures. On peut maintenant à nouveau, et pour la première fois depuis presque 6 mois, ressortir sans limite le soir et la nuit. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est aussi les jours de la réouverture des terrasses. Max, tu veux nous faire un petit bilan de ce que tu as vu en sortant dehors? Ah, magnifique. Alors là, le temps est dégueulasse. Hein. Bon, il pleut Bienvenue pas. en Belgique. il pleut pas maintenant, mais il a plu un petit peu plus tôt Il dans la fait journée. super chaud par contre. Il fait relativement chaud, donc ça c'est agréable. Par contre, effectivement, les nuages sont assez menaçants. Et on peut vous dire que Ça ici, n'empêche pas les gens de sortir. les terrasses sont limitées à 4 personnes par table. Et donc là, tout le monde a sorti les tables. Donc en fait, pour être encore mieux, les restaurateurs et les cafetiers ont sorti en fait les tables de l'intérieur pour les mettre sur les trottoirs. Il y a une certaine latitude. D'ailleurs, on avait pu voir déjà que dès hier, c'était déjà un peu le cas. Et puis, vous voyez, à 17h, il y avait quand même des gens qui étaient même dans qui sont des restaurants et donc qui font pas normalement bar. Par exemple, le resto à burger de la place Flagey, et il y avait des gens qui étaient en train de manger des burgers à 17h. Donc, on s'en fout. Voilà. La question, c'est pas l'horaire, c'est d'être dehors avec en un terrasse. petit spritz. Voilà. Un Voilà. burger, un spritz. Et pour ceux qui connaissent le café Belga à Ixelles, à côté des étangs d'Ixelles, donc pas très loin de chez nous, je peux vous dire que c'était la cohue. C'était bondé. En tout cas, fallait pas aller chercher une place. On va laisser en passer terrasse. la cohue des premiers jours. On ira se faire une petite bière en terrasse la semaine prochaine. Hein. Voilà, on a la chance d'avoir une petite terrasse privative qu'on avait déjà inaugurée auparavant. Donc, on va laisser ceux qui étaient dans les appartements confinés profiter de cette terrasse. C'est ça. Mais ça nous fait une chouette transition vers notre rubrique vie de couple, tout ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Puisque justement avec ce redéconfinement, on redéconfine. Eh oui. On essaye d'avoir des perspectives. Alors juste d'abord une petite dédicace à Julie. On avait dit qu'on essaierait de travailler sur la question de prendre de l'âge. Qu'est-ce que ça fait pour nous dans notre vie de couple? J'avoue qu'on n'a pas vraiment eu le temps de travailler cette question. Et pourquoi cette question est arrivée? Parce que vous vous souvenez, régulièrement, on vous a demandé, vous, les auditeurs de ce podcast, de nous dire quel sujet vous auriez aimé qu'on traite. Absolument. Et donc, Julie nous a dit, vous pourriez traiter de la question de la prise de l'âge dans le couple. Ah oui, alors c'est vrai qu'au fur et à mesure que notre couple prend de l'âge, puisqu'on est en route vers notre 11e année, notre 11e anniversaire, dans moins d'un mois, dans 1 mois et 10 jours. Ah ouais. Voilà. Nous, respectivement, nous prenons de l'âge aussi. Alors, je ne sais pas si on devient plus bougon ou on devient... Ça, je deviens encore plus insupportable qu'avant, tu as le droit de le dire. Voilà. Non, exigeant. Mais en même temps, on se connaît de plus en plus. Ouais, disons qu'il y a plus trop de surprises sur nos caractères respectifs. Je crois que là, on peut plus vraiment retourner, le renvoyer ou aller. Quand je dis à la maman de Guillaume que je voudrais le rapporter parce que il n'y a pas de service après-vente, elle se défausse. Exactement. Bon, après, il faut dire qu'après 10 ans, c'est vrai que ça serait un peu même peu la abusé, garantie quoi. décennale, ça marche plus. Non, mais ça me fait penser aussi au point routine qu'on vous a fait plusieurs fois dans les épisodes précédents, où en fait, c'est aussi une façon pour nous de... Voilà, alors, il y a des questions qui ne se posent pas pour l'instant, pas encore, dans notre vie, voilà... Mais la retraite. Où est-ce qu'on va retraite, passer notre retraite? La routine, en Belgique ou en France? Comment c'est important aussi dans un couple de casser la routine, de sortir, d'arriver à se surprendre, à surprendre l'autre. Et même en temps de Covid, surtout en temps de Covid, comme en règle générale, c'est important, je crois, d'innover. Et de se dire sans cesse que c'est aussi ça, c'est qu'au bout d'un moment, si on a on aimerait bien on a parfois. fait le tour un peu de l'un de l'autre, on a fait le tour de notre couple, on fait le tour de nos... que tu dis. Mais oui, mais donc on apprend à se réinventer, on apprend à refaire des choses, on se découvre de nouvelles passions, on passe d'une passion à l'autre, il faut avoir partage, il faut avoir des projets dans la vie. On échoue. Et dans notre couple aussi. Voilà. Oui, mais c'est ça. Par exemple, éventuellement... passer à la voiture électrique un jour. Très important. Très important. Ça m'occupe beaucoup. C'est un des projets qui nous tient à cœur. Qui nous occupe beaucoup. En ce moment, absolument. Non, mais on dirait pas comme ça, mais c'est important de tout réfléchir. La durée du trajet, là, tu viens de m'envoyer un truc, c'est quoi
Un mec qui fait Danemark, sud de la France. Qui va globalement faire Paris, le sud de la France, qui va remonter jusqu'au Danemark et mais attends, redescendre. il fait Il ça fait une boucle de plus de 4000 km. Et il dit qu'il a fait le trajet 17 fois depuis 2003 en Tesla Model X, donc une Tesla avec une grosse batterie. Et que là, pour la première fois, il va le faire en Audi e-tron, donc qui est la nouvelle Audi électrique, la nouvelle voiture électrique de Audi, et que du coup, il va plus avoir, forcément, puisqu'il roule en Audi, il va pas utiliser le réseau de superchargeurs de Tesla, qui, vous savez, est le plus fourni en Europe, et donc il est un peu stressé, parce que forcément, ça veut dire qu'il va devoir se reposer sur les chargeurs rapides qui sont proposés notamment par Ionity, et que il faut que ces chargeurs fonctionnent, quoi. Et c'est de mieux en mieux, hein, le réseau de recharge non Tesla est de mieux en mieux et de plus en plus fiable, mais c'est vrai qu'il est moins fourni, et puis que parfois ça bug, alors que en fait une des difficultés, c'est que le réseau de superchargeurs de Tesla, d'emblée, quand ils créent un superchargeur, ils mettent au moins 6 bornes. Donc si tu en as une ou deux qui fonctionnent pas, tu as quand même 4 autres bornes au moins, et puis ça va parfois, il y a 8 bornes ou 12 bornes, voire 16 bornes ou 20 bornes, enfin ça peut aller... Et du coup, ils ont prévu la masse, ils ont prévu le nombre, et chez Ionity, c'est pas toujours le cas. Et donc, si tu arrives et que la borne a un problème, ça peut être un peu compliqué. Absolument. Mais bon, on s'égare un peu parce qu'on était quand même sur la rubrique. On a fait une mini-rubrique tech, mais c'est bien. C'est bien pour montrer comment on avance aussi là-dessus. Et pour revenir à la question de l'âge, c'est difficile de dire parce que c'est vrai que l'âge, au niveau santé, on ne peut pas vraiment dire que pour l'instant on le ressente. On mature par rapport aux choses de la vie, donc ça veut dire qu'on les prend aussi avec un peu plus de philosophie. On prend des coups, mais pas forcément des coups physiques. On prend des coups émotionnels, on prend des coups, mais on apprend à parer ses coups, et puis on apprend aussi chaque jour est une fête. Je sais pas qui est-ce qui disait ça, mais j'aime bien cette idée. Alors c'est pas... Ça fait un peu bisounours, c'est pas tous les jours le cas. Il y a des jours où on a envie d'envoyer tout péter et tout le monde, mais globalement c'est important je crois, de réussir à se lever en se disant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, et demain est un autre jour, et on change de perspective, et ou alors on reste sur la même si on est dans une bonne perspective. Et je dirais que qu'est-ce que ça change de grandir, de prendre de l'âge dans un couple. Je pense que les projets aussi sont pas les mêmes quand on est un couple jeune et qu'on est plus jeune, et que quand on est un couple qui a déjà plus de bouteilles, et puis que soi-même on est aussi plus âgé. On apprend aussi à prendre soin de soi. Typiquement, on a quand même acheté une maison tous les deux l'année dernière. Alors qu'il y a 11 ans, le gros truc, c'était d'acheter des meubles ensemble. Voilà, donc on allait chez Ikea pour acheter quelques meubles, et là on a acheté une maison qui est quand même sur un investissement... Quand même level up, quand on est passé au niveau au-dessus. Là. Pas le même. Voilà. On verra. Je pense qu'on aura probablement des choses... c'est une question sur laquelle on pourra revenir avec le temps aussi. C'est une question intéressante. C'est difficile de... Pas de réponse extrêmement immédiate. Non. Et complète. Je suis persuadé que dans quelques temps, on aura d'autres choses qui évoluent, d'autres réponses et d'autres choses à apporter aussi dans cette rubrique. En tout cas, merci Julie d'avoir apporté cette idée. On la garde vraiment de côté pour la suite. Et on attend du coup aussi vos suggestions de thèmes qu'on pourrait aborder. N'hésitez pas. Ça nous permet de réfléchir aussi. Puis vous voyez, on n'a pas forcément toutes les réponses tout de suite. Mais c'est intéressant de se dire c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourra aussi revenir au fur et à mesure. Tout à fait. Tout à fait. Alors, et d'ailleurs, une des choses qui nous a beaucoup... pardon. Non, vas-y. Une des choses qui nous a beaucoup occupé ou pas d'ailleurs ces derniers temps, c'est réfléchir un peu à l'été, parce que on essaye de se dire, est-ce qu'on a des perspectives? Alors il y a le plan A, il y a le plan B, il y a le plan C. Le plan A, c'est si on est vacciné complètement. Le plan B, c'est si on est vacciné à moitié. Le plan C, c'est si on n'est pas vacciné du tout. Je dois reconnaître qu'on est un peu focalisé sur cette histoire de vaccin quand même là. On est en train d'élaborer des stratégies. En même temps, on redéconfine. Donc c'est un petit peu logique qu'on soit un petit peu dans la perspective de la rouverture quand même. C'est ça. Mais on se rend compte que pour notre été, en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont liées à ces foutues piqûres. Alors piquez-nous, nom d'une... Les contingences. Ben oui, parce que il faut quand même dire, allons dans le thème jusqu'au bout, que côté... Alors là, je vous explique, parce que Max va vouloir couper ce montage, mais il vient de faire joujou avec son micro, et donc...
Voilà, excusez-moi pour le petit bruit. Donc, ça lui fera moins de boulot au montage. Pour être transparent, c'est vrai que la France a annoncé qu'ils allaient accélérer un petit peu la vaccination de tout le monde. Alors, elle sera ouverte à tous, la vaccination, à partir du 15 juin, mais à partir du 12 mai, en gros, on peut prendre rendez-vous pour les doses qui n'ont pas été réservées pour le lendemain. L'idée, c'est de ne pas perdre des créneaux de vaccination. Les doses, elles ne sont pas perdues. Hein. On le sait, puisqu'avec Covid List, avec les gens qui attendent à la sortie des centres de vaccination, il y a probablement très peu de doses qui sont perdues. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de perdre du temps parce qu'il y a des créneaux qui restent vides. Donc l'initiative est très chouette. Alors ici en Belgique, on avance progressivement, mais on n'en est pas encore là. Donc... là, c'est toujours... c'est jusqu'à 46 ans, c'est ça ? La liste d'attente, je crois... Non, attends, 46 ans pour la liste à Bruxelles, dans la région de Bruxelles. Attention, parce qu'en Belgique, tout est séparé, c'est chaque région a son propre... Et oui, en Flandre, les vieux se vaccinent plus. Alors du coup, forcément, la vaccination progresse moins. Les personnes âgées, on dit. Oui, d'accord, ok. Mais de fait, c'est bien aussi, parce que ça veut dire qu'à long terme, c'est positif. Mais à Bruxelles, ils ont plus de mal, et du coup, à faire en sorte que les gens se vaccinent pour plein de raisons, notamment de population, voilà, il y a plein de... On pourrait y revenir aussi, des inégalités entre les quartiers les plus aisés et les quartiers les moins aisés, clairement, où l'information passe différemment. Mais donc à Bruxelles, on est à 40... les plus de 41 ans peuvent s'inscrire sur la liste d'attente. Arrête de toucher ce micro, sinon tu vas être obligé encore de couper une autre truc au montage. Bref. Donc les plus de 41 ans peuvent s'inscrire sur la liste d'attente et les plus de 46 ans peuvent se faire vacciner dans les centres qui existent aujourd'hui. Bref, on attend un peu notre tour avec grande impatience, hein. Piquez-nous. Et on a plein de projets pour cet été. On avait plein de mariages. On espère qu'on pourra en faire quelques-uns. On espère qu'on pourra découvrir comment prendre du bon temps quand même et profiter de ce genre de réunion avec pas mal de monde, tout en étant en sécurité. C'est un peu difficile de se projeter en fait. Et surtout, on pense très très fort à ceux qui ont des projets de mariage cet été. Ça va pas être parce simple, que c'est pas ça. On sait que c'est vraiment compliqué en général ce genre de moment. C'est à la fois extrêmement génial à préparer et en même temps beaucoup de stress. Et on se doute qu'avec le Covid, ça rajoute encore beaucoup de stress. Donc effectivement, voilà, je sais pas, dites-nous sur les réseaux sociaux comment vous envisagez l'été, voilà, dans cet environnement Covid avec, à nouveau, je pense qu'on a vraiment besoin de prendre l'air et de prendre l'air. Sortir. Voilà. Changer d'air. Mais bon, c'était déjà le cas l'été dernier. Et puis, petite actu, petit update sur Fortnite. Voilà, parce que ça faisait un petit moment qu'on vous en avait pas parlé, mais on a été relativement bien. Alors, on a trouvé la stratégie. Il faut se connecter genre une petite demi-heure par jour au minimum pour pouvoir avoir les points. Des moutons, des donc, pigeons. Guillaume est quand même arrivé au niveau maximum de quand tu payes pas. C'est ça. Donc, au niveau 100, quand même, bravo, félicitations. Merci. Moi, je suis au niveau 92, donc je ne suis pas loin, mais je n'y suis pas encore. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez Ça, c'est terrible. Voilà. Pourtant, qui est-ce qui m'avait dit qu'il fallait faire des quêtes au début pour non, mais en ggros, je lui ai donné tous mes secrets. Vous voyez, c'est ça le couple. On partage tous ses secrets. Et après, je me suis fait dépasser. Je me suis fait dépasser. Genre, Guillaume, il avait 15 niveaux d'avance sur moi. Bon, voilà. Et alors, c'est aussi un petit moment de... Comment dire où on s'échappe un petit peu. Parce qu'il faut quand même dire que ces 2 dernières semaines ont été assez chargées. Tant pour Guillaume que pour moi. Et du coup, voilà, c'est... Oui, je suis d'accord. Allez, Guillaume, c'est toi qui nous fais une petite rubrique culture aujourd'hui ? Ouais, alors c'est une rubrique semi-culture, semi-Europe, mais je vais vous parler de la collection européenne. C'est une initiative lancée par plusieurs chaînes de télévision, justement européennes. En France, la France Télévisions, en Allemagne, la RD et la ZDF, Arte, qui est une chaîne franco-allemande, et la SSR et la SRG en Suisse, pour proposer ouvertement un certain nombre de reportages qui donnent une image des sociétés européennes aujourd'hui sur des sujets liés aux défis contemporains, santé, jeunesse, environnement, et le tout en 5 langues, français, allemand, anglais, italien
et espagnol. Vous y retrouverez par exemple les excellents reportages Le Dessous des cartes, qui sont très bons pour découvrir tout ce qui est géopolitique, mais aussi des sujets sans embâche sur l'Union européenne, ses difficultés, la démocratie, plein de sujets d'actualité et des reportages, il y en a qui sont plutôt courts, un quart d'heure, d'autres qui sont un peu plus longs, 2 heures, mais en tout cas de très grande qualité. Et j'en profite aussi pour rappeler, puisque nous sommes aujourd'hui le 8 mai, et ce qui m'intéresse, c'est pas le 8 mai, mais c'est le 9 mai. Et oui, la fête de l'Europe! Absolument, demain c'est la fête de l'Europe, alors on vous en parle un peu tous les ans, mais tous les ans on trouve que c'est un point important. Je me joins, et je pense que Max tu te joindras aussi, mais tu me confirmeras, toutes celles et tous ceux qui réclament qu'on arrête de fêter les victoires militaires le 8 mai ou le 11 novembre, mais qu'on commence plutôt à célébrer la paix durable qu'ont amené les différentes initiatives, les différents niveaux de développement de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, et pourquoi pas le 9 mai. Comme le disait Robert Schuman en 1950, l'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Et je crois que c'est toujours important aujourd'hui qu'on garde en mémoire que l'Europe, c'est aussi une question de solidarité, même si au début c'était une construction économique. On est tous dans le même bateau, les histoires de vaccins et de commandes communes le montrent aussi. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui c'est important de signaler combien cette fête du 9 mai pourrait être mise davantage en valeur et prendre du coup un peu plus d'ascendance sur d'autres fêtes un peu plus, disons, old fashion, old school. Oui, alors bon, c'est bien parce que chaque année, autour du 8 mai et du 9 mai, on fait les mêmes oui, et du 11 novembre. Je l'ai dit. On fait les mêmes points, donc c'est bien qu'on est cohérent. Alors, je pense que c'est important quand même de commémorer ceux qui sont tombés pour nos pays. Et donc, une journée de mémoire, on est d'accord. Avoir une journée de mémoire commune. Oui, mais c'est aussi, disons que c'est quand on célèbre l'armistice, en fait, on commémore aussi tous ceux qui sont morts, voilà, dans ces guerres qui ont façonné notre histoire. Mais comme on l'avait proposé, on pourrait avoir une journée européenne de commémoration des vétérans, hein, donc, et des morts, comme ils ont aux États-Unis. Et puis une journée européenne du 9 mai où on célèbre vraiment l'Europe et le fait d'être ensemble une construction, citoyen la européen. Solidarité. Peut-être avant de clore cet épisode, je voudrais aussi simplement pour ceux qui sont un petit peu fans de tech et de voitures électriques et de spatiales et de tout ça, de vous dire que le samedi 8 mai au soir, c'est aussi le jour où Elon Musk va être c'est lui qui va être l'animateur d'un show aux États-Unis qui est très connu, qui s'appelle le Saturday Night Live. C'est en gros une soirée de comédie qui a lieu tous les samedis soirs. Et donc, ça va être assez intéressant parce que Elon Musk n'est pas quelqu'un de nécessairement très drôle. Et certains de ces soirées où ils ont fait venir des gens qui n'étaient pas très comiques ont fait un peu des flops. Donc, on va voir. Ça pourrait être une expérience intéressante. Mais en tout cas, on vous dira ce qu'il en est. Et alors, micro-rubrique tech aussi, puisqu'on est dans l'espace et dans toutes ces histoires-là, je voulais juste signaler que Thomas, voilà... on vous en avait parlé la dernière fois. On en a parlé la dernière fois, tout à fait. A diffusé en premier le nouveau titre du groupe Coldplay dans la Station spatiale internationale. Voilà, il a eu je ne sais pas si c'est un honneur, mais en tout cas cette joie de diffuser en exclusivité ce nouveau titre qui s'appelle Higher Power, un plus grand pouvoir. Et il a continué à nous envoyer des photos magnifiques depuis l'espace. Ah oui, allez voir ses profils. Vous pouvez aller voir sur son profil Flickr, son compte Flickr ou sur Twitter. C'est absolument magnifique. Et on vous invite même à les regarder depuis votre ordinateur. Vous aurez comme ça les photos en haute définition. C'est très, très chouette. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, je crois. Hein. On redéconfine, du coup. Du coup, on est redéconfiné. Ouais, ça y est. Alors, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. On vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours. Et d'ici là, sur Twitter et sur Facebook. Gros bisous. On continue à sortir masqué, même si on redéconfine. Pour l'instant, hein. Et on se revoit très vite. Pour de nouvelles tranches vitaminées.